Ouais. Comment est-ce que tu arrives au Canada et que tu arrives à avoir tout l'impact que tu as eu par après, par exemple? Je dirais que même en étant chez moi, bon, quand j'étais au Kenya par exemple, j'ai toujours voulu prendre des risques. Je me dis que dans la vie, il faut faire ce qu'on aime. Il n'y a pas un âge précis pour faire quelque chose. Bon, si y a un truc qui te passionne, donne-toi les moyens, fais-le. Si tu échoues, c'est pas grave, tu auras appris des choses. Si tu réussis, tant mieux. Tu auras aussi multiplié tes potentiels plus tard. J'avais un business qui était sur Facebook, principalement, où je vendais des services de consultation en affaires. Ah, ok. Et comment... Tu n'avais même pas encore des baccalauréats, mais tu étais déjà consultant. Non, ouais. Je venais à peine de commencer l'université. Donc, j'étais consultant, mais j'étais en première année d'université. Tu vois, donc j'avais des rêves quand même fous. Mais je m'en foutais de ce que les gens pouvaient dire. Quand tu t'habilles bien, ça te donne un certain charisme. Ça te donne aussi l'avantage sur les autres qui sont peut-être habillés de manière classique. Oui. Donc, ça te démarque quelque part. Voilà. Et même si tu n'as pas ton diplôme, on s'en fout du diplôme. Il faut bien s'habiller. Moi, je pense que ce que tu veux être, il faut l'incarner maintenant. Salut tout le monde, bienvenue sur Isakar Mindset. Alors, aujourd'hui, nous avons pour vous Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, tu peux te présenter peut-être? Ouais. Bonjour Ratisbonne, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, c'est Jean-Baptiste, je suis entrepreneur et étudiant aussi à Ottawa. Je suis d'origine tchadienne et je suis honoré d'être ici avec mon cher Ratisbonne. C'est un honneur pour nous de t'avoir, c'est quand même toi les Jean-Baptiste, les GOAT, le seul et l'unique. Alors, comment est-ce que tu viens au Canada par exemple? Je suis arrivé au Canada en 2021 dans le but d'étudier ici. Donc, je suis venu du Kenya. Mais avant ça, j'ai aussi grandi au Tchad, j'ai étudié au Sénégal, puis au Kenya, puis je suis venu ici. Et ça fait donc 3 ans que je suis au Canada. 3 ans? Ouais. Pourquoi avoir choisi le Canada par exemple? Alors, j'avais plusieurs options. J'avais la France, la Suisse et le Canada. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que c'était un pays où il y a beaucoup d'opportunités. Et c'est un pays qui a aussi beaucoup de débouchés après le diplôme parce que on cherche la main-d'œuvre ici. Oui. Donc c'était moins saturé que la France et moins cher que la Suisse aussi. Ah ok, donc, en Suisse c'est quand même plus cher qu'ici ou comment? Voilà, donc les loyers sont très chers en Suisse qu'ici. Oh oui. Et puis voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de Ottawa. Ah ok. Ouais. Et pourquoi l'université d'Ottawa d'ailleurs? Alors parce que c'est dans la capitale et j'ai toujours grandi dans les capitales. Donc toujours. Toujours. Parce que je pense que c'est quand même des villes stratégiques où il faut y rester. Et par rapport au programme que j'ai fait, qui est les relations internationales, c'est quand même l'endroit idéal pour se faire des contacts, rencontrer des politiciens, rencontrer des ambassadeurs par exemple. Donc c'était un choix stratégique pour moi. Les relations internationales pour toi, ça a toujours été une évidence ou c'est peut-être en grandissant que... Non, ça n'a pas été une évidence parce que j'ai changé plusieurs rêves avant d'avoir celui-là. Explique un peu. Par exemple, tu avais quel rêve avant? Avant, mes parents ont toujours voulu que je devienne docteur. Donc, médecine? Médecine, ouais. Wow. Médecine. Ok. Mais j'ai changé quand j'étais au lycée. J'ai fait des cours de SVT, biologie, tout ça. Là. Et sciences physiques, c'était pas trop mon point fort. Donc, ça a changé. Mais après ça aussi, j'ai voulu être pilote, économiste, astronaute aussi. Et ouais, j'ai changé tout ça. Mais là où je me suis décidé, c'était quand j'ai eu un prof de sciences économiques et sociales. Et on parlait d'économie, comment changer des pays pauvres, comment contribuer à réduire le chômage, par exemple. Et ça, c'est un cours qui m'a beaucoup impacté parce que je viens d'un pays où c'est un pays pauvre, un pays en développement en Afrique. Et donc, du coup, ce cours m'a aidé à voir la réalité de mon pays et voir aussi la réalité des pays africains. Et me demander qu'est-ce que moi je peux faire pour impacter ces pays-là. Donc c'était ça, et ça m'a donné envie de pouvoir faire un truc qui apporte un impact dans la vie des gens. Wow. Donc c'est ça. Et au départ, par exemple, faire la médecine, pour toi, ça n'allait pas apporter un impact? Comment faire l'aviation, tout ça? Ok, ça c'était cool, mais c'est une passion qui était plus pour les parents. Ok. Si je le faisais, si je le faisais, ce serait plus pour les parents. Et aussi pour l'argent, parce que la médecine, ça paye bien. Ça paye. Ouais, mais maintenant, je fais un truc qui me passionne. J'aime les cours que je fais en classe. On fait des débats en classe et je participe tout le temps. Donc ça, c'est plus comme impactant pour moi que la médecine. Ah, ok. Et par exemple, le fait de vouloir faire la politique, tu l'as réalisé ici sur place au Canada? Oui.
Parce que j'ai toujours été distant à la politique. Quand j'étais au Tchad, par exemple, je m'y mêlais pas trop parce que je me disais, c'est un monde méchant, cruel, corrompu, tout ça. Mais quand je suis arrivé au Canada, j'ai commencé à Telfer. J'ai commencé mes cours à Telfer. Tu nous as laissé à Telfer. J'ai commencé en management à Telfer. Et du coup, j'avais des cours de gestion et tout ça. Oui, oui. Mais malgré ça, je voulais prendre des cours de politique et des cours d'économie comme des cours au choix. Mais c'était pas possible parce que j'étais dans une faculté de gestion. Et puis, les cours de politique, c'était pour les gens qui sont en politique. En politique, oui. Mais après avoir comme réalisé que c'était vraiment ce que je voulais faire, j'ai changé de programme. Donc, j'ai quitté Telfer pour venir en sciences sociales. Et mon nouveau programme s'appelle Développement international. Et du coup, ça englobe relations internationales, coopération internationale, donc venir en aide dans des cadres d'action humanitaire, par exemple. Et oui, donc quand j'ai changé de programme, j'ai réalisé que les cours de politique, c'était plus fluide parce que je faisais pas beaucoup d'efforts en classe, par exemple. Donc, je suis souvent les journaux de 20h aussi. Souvent, les amis disent que c'est pour les parents. Les parents, oui. Pour les vieilles personnes. Et moi, je trouve que c'est cool. Ça attise sa curiosité. Ça accroît aussi ta culture générale aussi. Tu apprends beaucoup de choses sur le monde. Tu connais la géopolitique. Donc, j'ai trouvé ça beaucoup plus passionnant que mes cours de gestion à Telfer. Et tu crois aussi, par exemple, à ceux qui disent que tout un chacun de nous, par exemple, a une vision ou peut-être un appel, entre guillemets. Tu as été peut-être appelé par ça. Oui, je pense qu'il y a ça, c'est quand même profond comme question. Mais je pense que oui, chacun de nous a un domaine spécifique où il est appelé à exceller, mais surtout à impacter la vie des gens qui l'entourent dans ce domaine-là. Donc, il y a, comme toi, par exemple, tu peux être appelé à être un entrepreneur qui crée des emplois au Congo, qui réduit la pauvreté par les emplois que tu crées parce que tu réduis le chômage aussi. Et on sait qu'en Afrique, quand tu donnes un job à une personne, c'est pas que lui qui en bénéficie parce qu'il y a 5, 6, 7 personnes qui sont là derrière. Donc, oui, chacun de nous a un domaine où il est appelé à exceller dedans. Et comment toi tu arrives à découvrir, entre guillemets, c'est à quoi tu es appelé par exemple? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Donc, je pense qu'il faut s'asseoir à un moment donné. Mais avant de s'asseoir, il faut aussi essayer plusieurs choses. Parce que souvent, on tâtonne. Il y a la chose qu'on aime, mais aussi il y a d'autres choses qui nous passionnent, soit pour l'argent, soit pour le regard des autres, l'estime sociale, par exemple, ou la famille aussi. Mais il faut, à un moment donné, s'asseoir, se demander qu'est-ce que moi, je veux faire et qu'est-ce que je ferais pendant 40 ans d'affilée sans m'ennuyer. Parce qu'il y a des gens qui peuvent travailler au gouvernement, par exemple, mais après 15-20 ans, ils trouvent ça boring. Ils peuvent trouver ça ennuyeux. Il n'y a plus de challenge, il n'y a plus de... Voilà. Donc, est-ce que tu es quelqu'un qui aime voyager? Est-ce que tu aimes aider des personnes pauvres? Comme aller dans les zones de crise, comme au Soudan, au Congo, ou même en Haïti, par exemple. Donc, il faut s'asseoir, se demander... Et aussi, si tu es croyant également, demander à Dieu également, parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Donc, oui, c'est aussi un bon moyen, ça. Intéressant. Mais bon, là, on s'égare un peu. C'était profond, mais bon. Une fois maintenant au Canada, par exemple, quelles étaient tes premières impressions par rapport au Canada, par exemple? Est-ce que c'était vraiment à quoi tu pensais, c'est à quoi tu t'imaginais, la vie au Canada, tes premiers jours, tes premières expériences, entre guillemets? Bon, après 3 ans, c'est sûr que ma vision de base quand j'étais en dehors du Canada et celle d'aujourd'hui a changé. Parce que j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai aussi vécu du racisme aussi au Canada. Oh, du racisme, comment? Explique un peu. Alors, je suis arrivé ici en octobre 2021. Puis je partais sur Rideau pour aller faire mes cartes bancaires ou régler mes trucs bancaires. Et du coup, en rentrant, je quittais RBC pour Loblaws. Et puis je marche, puis après il y a quelqu'un en blanc. Je sais pas si c'était un SDF, mais en tout cas il était à ma droite. Puis il se lève d'un air fâché, il me dit qu'est-ce que tu fais ici, salle noire, rentre chez toi. Et ouais, après j'ai pas calculé, j'ai juste continué ma route, mais c'est quand même touchant. Mais moi j'ai pris ça comme une source de motivation parce que je me suis dit que je suis là pour étudier, je suis pas là pour vivre toute ma vie, parce qu'il y a des gens qui viennent au Canada pour rester, avoir les papiers, puis faire leur vie ici. Moi, ma vision des choses, c'est que je viens ici, j'étudie, j'ai mon diplôme, je commence ma carrière, j'ai de l'expérience, puis après ça, je rentre pour aller aider ceux qui ont plus besoin de moi. Donc, le fait d'avoir subi ces insultes, là, je me suis dit, je suis là pour étudier, mais un jour, je vais aussi contribuer au changement chez moi, afin que les jeunes africains ou les jeunes de mon pays puissent se sentir fiers d'étudier chez eux, puissent avoir des institutions éducatives qui sont assez stables et assez efficaces pour les former, parce que on est tous là parce que le système chez nous n'est pas performant.
Et oui, c'est ce qui fait qu'après, il y a aussi la fuite des cerveaux aussi. Oui, ça c'est clair. On vient ici, on étudie, puis après on reste. Donc c'est le pays d'ici qui en bénéficie le plus. Alors que chez nous aussi, il y a un besoin immense de ressources humaines là-bas chez nous. Et d'ailleurs, tu penses quoi, par exemple, des étudiants qui viennent ici pour rester, je pense, mis à part les faits, par exemple, que dans la plupart de nos pays, c'est pas très développé, il n'y a pas aussi beaucoup d'opportunités d'emploi, ça c'est clair, donc ça n'excite pas aussi les gens à rentrer au pied, par exemple, après leurs études. Mais est-ce que tu penses qu'il y a aussi peut-être d'autres raisons liées à ça? Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres raisons derrière ça? Sur le fait que les gens ne veuillent pas rentrer, par exemple, après leurs études? Moi, je pense que chaque personne finit par trouver l'endroit où il veut vivre plus tard. Mais les gens qui restent ici, je me dis que ils ont sûrement grandi dans des pays pauvres, comme en Afrique par exemple. Ils sont venus ici, ils ont vu que la vie est plus belle, que c'est plus stable, il y a plus de sécurité sociale aussi, il y a des allocations sociales, donc ils sont aisés ici. Donc ils préfèrent avoir un environnement où leurs enfants grandissent pas dans un conflit, mais en paix, tranquille. Et puis ils préfèrent le Canada. D'autre côté, je me dis aussi que il faudra qu'on soit redevable à d'où on vient. Parce qu'on vient, même si notre pays est le plus pauvre du monde, et qu'on est dans une position à aider, il faut être reconnaissant et apporter quand même un truc en retour. Donc, giving back, genre. Puisque là, c'est l'Afrique qui perd. Effectivement, parce que, disons que, Ratisbonne, toi, tu viens ici, tu finis un master, tu deviens un grand entrepreneur, tu embauches 100 Canadiens, tu contribues à l'économie canadienne et tout ça. C'est sûr que ta vie, toi, personnellement, tu as réussi. Tu es riche et tout ça. Mais les gens chez toi auraient aussi bénéficié de ce que tu apportes dans la vie également. Donc, rentrer, peut-être créer une filiale de ton business au Congo, embaucher des gens aussi au Congo. Et oui, comme ça, tu contribuerais à la croissance économique de ton pays aussi. Intéressant, intéressant. Et 3 ans d'ailleurs après, comment tu trouves le Canada, par exemple? En termes d'opportunités, avant tu disais que tu venais au Canada parce qu'il y avait aussi les opportunités autres. Mais maintenant, 3 ans après avoir vécu au Canada, comment tu le trouves? Alors, je trouve que de ce que je demande souvent aux gens qui ont fini leur diplôme et qui ont gradué, je leur demande est-ce qu'ils ont déjà un job. La plupart me disent qu'ils cherchent toujours un job. Et où sont ces opportunités d'emploi finalement? Voilà. Et puis souvent ils me disent que l'économie ne marche pas bien. Oui. Donc ça c'est la phrase qu'on sort souvent. On dit l'économie ne fonctionne pas bien. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu l'inflation globale récemment, il y a une récession et tout ça? Ça, je me pose la question. Mais en termes d'opportunités, je sais qu'il y a une main d'œuvre qui est là. Et même au niveau politique, la politique canadienne, il y a un débat. Parce que souvent, l'argument des gens qui sont dans le parti libéral, par exemple, pour faire venir des gens, c'est de renforcer la main d'œuvre au Canada. Après, il y a aussi des gens qui se disent, mais s'il y a une crise de logement déjà au Canada, pourquoi est-ce qu'il faut encore faire venir plusieurs personnes dans le pays? Donc, est-ce que c'est vraiment un besoin de main d'œuvre qui est là, ou est-ce que c'est une décision plus politique ou quoi? Voilà. Donc, moi, je me dis que l'opportunité est là, parce que le pays, c'est un grand pays, mais c'est à peine 45 millions de personnes qui y vivent. Donc, tôt ou tard, il y a un besoin de le développer et puis faire plus. Mais pour les gens qui sont étudiants, je pense qu'il faut faire plus de choses pour se démarquer. Donc, il faut avoir un bon réseau, qu'il faut se les créer pendant, si tu fais un bachelor, tu as 4 ans pour te démarquer. Donc, t'impliquer dans des associations étudiantes, par exemple, ou créer ton entreprise, par exemple. Ça demande des risques aussi, mais il faut se lancer. Après aussi, je pense qu'il faut aussi faire des petits jobs à côté, faire des stages. Quand tu finis, t'as pas un CV qui est vierge. Il y a des gens qui créent leur compte LinkedIn à la dernière session. À la dernière année, littéralement. Ouais, donc ça, c'est là où tu vas galérer parce que tu connais personne, t'as pas un réseau. Tu vas chercher beaucoup pour avoir un taf. Et les opportunités au Canada se réduisent. Je pense que ça, c'est ma perspective parce que les gens n'ont pas de taf maintenant. Donc, c'est quand même c'est quand même difficile. Finir un baccalauréat, payer plus de 15 000 $ l'an, par exemple, 20 000. Si tu n'as pas de bourse, 40 000 parfois. Puis, travailler peut-être au McDo ou quoi, c'est quand même pas facile. C'est ça. Mais comment toi, tu arrives, par exemple, à te démarrer? Comment toi, tu t'es démarqué, par exemple? Sur les campus, tout le monde connaît Jean-Baptiste quand même, là. Non, pas du tout. Sur les réseaux sociaux, tout le monde connaît Jean-Baptiste. Mais je me rappelle,
il y a peut-être 3-4 ans, lorsque nous sommes connus, tu étais, je pense, encore au Tchad. Moi, j'étais encore en Afrique du Sud dans ces moments-là. Ouais. On valait entre guillemets rien. On était encore des petits étudiants internationaux à l'extérieur du Canada. Ouais. Comment est-ce que tu arrives au Canada et que tu arrives à avoir tout l'impact que tu as eu par après, par exemple? Je dirais que même en étant chez moi, bon, quand j'étais au Kenya, par exemple, j'ai toujours voulu prendre des risques. Je me dis que dans la vie, il faut faire ce qu'on aime. Il n'y a pas un âge précis pour faire quelque chose. Bon, s'il y a un truc qui te passionne, donne-toi les moyens, fais-le. Si tu échoues, c'est pas grave, tu auras appris des choses. Si tu réussis, tant mieux. Tu auras aussi multiplié tes potentiels plus tard. Donc, par exemple, quand j'étais au Kenya, je m'impliquais partout. J'étais aussi entrepreneur dans l'informel parce que j'avais un business qui était sur Facebook, principalement, où je vendais des services de consultation en affaires. Ah, ok. Et comment... Oh, tu n'avais même pas encore des baccalauréats, mais tu étais déjà consultant. Non, ouais. Je venais à peine de commencer l'université. Donc, j'étais consultant, mais j'étais en première année d'université. Tu vois, donc j'avais des rêves quand même fous, mais je m'en foutais de ce que les gens pouvaient dire, tout ça. Mais ce qui m'a fait faire ça, c'est parce que j'avais commencé un poste bénévole avec une ONG qui s'appelle Impact Consulting. Okay. Et je travaillais sur des projets avec des ONG qui sont basées comme en Afrique ou au Bangladesh, par exemple. Et il fallait aider avec la construction d'un plan marketing pour une entreprise sociale qui est dirigée par des réfugiés qui viennent de la Syrie et du Yémen et qui vivent en Turquie. Ah, okay. Donc, quand j'ai travaillé sur ce projet, ça t'a quand même fait un déclic. Ça fait un déclic. J'ai dit, OK, je m'y connais un peu déjà. Je vais essayer de faire moi-même aussi à côté pour voir est-ce que ce serait rentable. J'ai commencé sur Facebook informel. et ça a marché d'ailleurs? Ouais, j'ai faisais mes designs sur Canva et tout ça. Bon. Et j'ai eu mon premier contrat de $1000. $1000? Ouais, $1000, ouais, mon premier contrat. Et puis c'était une dame que je connaissais à l'internat quand j'étais au Sénégal. Et elle m'a contacté sur Facebook Messenger. Elle m'a dit, Jean-Baptiste, j'ai vu que tu fais si c'est quoi, parle-moi en plus. J'ai dit que ouais, c'est des services de consultants pour les gens qui veulent faire les affaires et tout ça. Elle m'a dit, OK, moi je veux quitter mon job pour créer un business agricole. Est-ce que tu veux m'aider? J'ai dit oui, bien sûr. J'ai fait un contrat bien détaillé. Wow. tout ça. J'ai envoyé. Avant même de finir les études, tu avais déjà des contrats bien faits. Voilà. Donc, je rédigeais mes trucs tout seul, sans avocat, sans rien. J'ai envoyé, elle a lu, elle a vu, OK, c'est une bonne proposition. Et puis, elle m'a envoyé l'argent, on a travaillé ensemble. Et ça m'a plus motivé. Parce que je me suis dit, OK, ça a marché, il y a quelqu'un qui a payé pour ça. Donc, faut pas que je m'arrête. Donc, quand je suis venu, et d'ailleurs, on s'est rencontrés sur un groupe WhatsApp avec Calvin, Armand, tout ça. Parce que, les gars de Calvin. Ouais. On voulait avoir un club d'entrepreneurs africains. Donc, dès notre première année, on était motivés avec la flamme de comme créer un truc pour les Africains, tout ça. Et ça, c'est cool parce qu'il faut s'entourer des gens qui ont la même vision, la même énergie que toi pour faire des choses. Et aussi, c'est sûr, tout à l'heure, tu te demandais comment faire pour se démarquer. Moi, je pense qu'il y a aussi l'entourage qui compte également. Oui. Quand tu as des amis qui te poussent à faire plus, tu fais plus. Et quand tu as des amis qui te poussent à que faire la fête, t'es foutu. Tu feras que la fête aussi. Donc, comment j'ai fait pour me démarquer au Canada, c'est que je suis venu, j'ai pas trop tardé à... Comme il y a des gens qui disent que ok, c'est quand j'aurai fini mes études que je ferai des choses. Moi, c'est pendant mes études que je fais des choses. Comme ça, au moins, avant que j'ai 30 ans ou 40 ans, j'aurais fait beaucoup de choses dans ma vie qui me passionnent et je vais pas regretter plus tard parce que le plus grand regret, c'est se réaliser que ok, j'arrive à la fin de ma vie où on sait pas quand on va mourir. Donc, peut-être ce sera demain, dans 10 ans, 15 ans, 50 ans, on sait pas. Mais le pire, c'est vrai que quand tu es dans le lit de l'hôpital et puis tu te dis, oh, j'aurais pu faire ci, faire ça. Donc, ouais. Ma vision des choses, c'est aller, essayer. Si tu échoues, tu apprends. Si tu réussis, tant mieux. Ouais. Wow. Les regrets, c'est toujours plus lourd que les échecs. Mais moi, ça m'intéresse puisque là, ce que tu es en train de dire, c'est comme si quelque part, on n'a pas besoin d'un baccalauréat pour avoir une vision de sa propre vie. Puisque tu étais en train de dire, par exemple, tu as commencé à littéralement travailler comme un consultant alors que tu étais juste en première d'année d'université et autres. Tu as même obtenu ton premier contrat de plus de $1000. Est-ce que tu penses réellement que les excuses que les autres donnent, entre guillemets, pour dire il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas, je sais pas moi, de travail, est-ce que c'est vraiment une excuse question même pour les jeunes Africains qui sont en Afrique. Bon, c'est clair qu'ici on parle plus de ceux qui sont au Canada. Mais même être en Afrique, par exemple, toi, tu n'avais pas encore de diplôme, tu n'avais presque encore rien, mais juste avec un compte Facebook, tu as pu quand même te mettre en avant, par exemple, prétendre vendre des services et tu as même vendu des services, par exemple.
Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des excuses à donner pour ne pas réussir en Afrique? Je pense que tout dépend de l'environnement. Je vais pas juger les gens, mais disons que les gens en Afrique, ils finissent leur diplôme. Et ensuite, s'ils finissent leur diplôme, du coup, ils rentrent au pays pour appliquer pour un job. Non. Et on sait que le chômage est élevé. Comme chez moi, par exemple, je connais des gens qui ont fini et qui attendent l'intégration dans la fonction publique depuis 3 ans, 4 ans, 7 ans. Donc, et pendant tout ce temps-là, il ne fait presque rien. Ah ouais, ça fait 7 ans qu'ils chôment. Donc, quelqu'un qui a un master en économie, il peut devenir chauffeur de moto-taxi pour gagner sa vie, par exemple. C'est triste de dire ça, mais c'est aussi dû au fait que l'environnement d'affaires chez nous n'est pas aussi stable que ça. Le chômage fait qu'il n'y a pas beaucoup d'argent et donc l'économie est aussi difficile à gérer. Donc je pense que, ok, il faudra surtout voir là où on vit, c'est quoi le besoin ou qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai. Donc commencer un truc avec les ressources qu'on a et puis scale, s'accroître de manière graduelle plus tard. Donc je pense que ça c'est une bonne manière de voir la vie aussi. Mais en même temps aussi, je me dis que si tu es au Canada, tu as quand même beaucoup de chance que celui qui est en Afrique, parce que ici tu payes pas comme Internet comme les gens le payent, parce que au pays il faut faire le forfait, il faut payer 10 000 francs CFA pour une semaine, un mois. Ici tu as comme Internet illimité. Voilà. Donc qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Et aussi avec les réseaux sociaux, tu peux faire beaucoup de choses également. Vendre des services en ligne, vendre des articles en ligne. Donc je pense qu'il faut se donner les moyens et également comme prendre des risques aussi. C'est ça ce qui compte, prendre des risques. Mais au Canada, il y a aussi une barrière parce que si tu es étudiant international, tu pourras pas avoir une entreprise si tu n'as pas un partenaire qui n'est pas résident permanent ou canadien. Donc ça, c'est une barrière. Toutefois, tu peux aussi faire un truc, commencer de manière informelle. Informelle, oui. Parce qu'il c'est pas tout qu'il faut déclarer le premier coup. Donc commencer au moins, étudier le marché, tester, voir quel segment de marché est comme optimal pour toi, par exemple. Et de là, tu peux voir ce que tu peux faire le long terme. Intéressant. Mais par exemple, imagine-toi que tu as un étudiant de 10e année devant toi, par exemple, qui vient te dire, Jean-Baptiste, là, je sais pas trop ce que je dois faire de ma vie, par exemple. Je suis en finance ou en économie, en administration des affaires, par exemple. Je sais pas trop ce que je dois faire de ma vie, mais je pense réellement que je dois avoir une vision pour ma vie. Où est-ce que je commence? Comment est-ce que j'établis cela? Comment est-ce que je m'y prends dans une certaine mesure, par exemple? Ok, ça c'est une très très bonne question. Je pense que si un étudiant de 10e année se demande qu'est-ce qu'il va faire dans la vie, avant tout il faut voir est-ce que la filière qu'il fait, c'est ce qu'il veut faire, est-ce que c'est ce qui le mènera au débouché qu'il désire avoir plus tard. Parce qu'à la fin de la journée, tu vas appliquer à des jobs, mais ton diplôme a un gros poids aussi. Parce que dans les critères, dans la description du job, on demande tel type de diplôme, par exemple. Donc, il faut d'abord commencer par se dire, est-ce que je fais la bonne filière? Est-ce qu'il faut que tu changes cette filière-là? Donc, s'asseoir, faire un travail d'analyse interne, se demander c'est quoi mes aspirations futures, c'est quoi mes rêves, ce qui me passionne, par exemple. Une fois que tu as ça devant toi, tu sauras mieux décider ce que tu veux faire comme filière. Et maintenant, le long terme, est-ce que tu te vois travailler dans un bureau? Est-ce que tu te vois être dans un pays sur 10, 15, 20 ans, par exemple? Ou est-ce que tu es quelqu'un qui aime voyager, par exemple? Dans ce cas, en fonction de ce que tu détermines, tu pourras plus comme focaliser tes efforts sur un domaine qui te mène, qui te propulse vers ce que tu veux faire. Donc, par exemple, si quelqu'un qui aime voyager, comme moi, je ne veux pas être dans un pays pendant 10 ans. Impossible. Ouais. Et il faut que je voyage et tout ça. Donc, je me dis, quel type de job je vais faire pour que je voyage, par exemple. Donc, je choisis, si c'est relations internationales, je pourrais travailler à l'ONU, à l'Union africaine, être diplomate et être un travailleur humanitaire aussi, aller aider des gens, par exemple, partout. Et ouais, je pense que c'est comme ça que tu vas arriver. Donc, sectionner les étapes, commencer petit à petit, se connaître d'abord soi-même, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Et en fonction de ça aussi, tu vas voir comme, est-ce que tu vas avoir de l'impact dans la vie des gens? Quel type de personnes tu veux impacter? Où est-ce que tu veux faire ce travail-là? Donc, si tu veux rentrer en Afrique aussi, il faudra planifier. Parce que la plupart des parents qui nous envoient ici, ils veulent qu'on finisse par avoir les papiers aussi, parce que le passeport canadien pèse plus que le nôtre chez nous. C'est clair, oui. Et du coup, avoir un pied ici, c'est une sorte de sécurité. Une fois que tu l'as, après, tu pourras aussi bouger pour faire d'autres choses chez toi ou n'importe où. Intéressant. C'est vraiment intéressant comme point de vue, en tout cas, ça c'est clair. Et par exemple, pour toi, une fois que tu as débuté les études ici, par exemple, la première année, tu as dit après que tu as changé pour aller à FSS. Comment tu trouves d'ailleurs le système éducatif canadien, par exemple? Est-ce que
ça prépare vraiment l'homme, entre guillemets, pour le monde du travail, le monde professionnel? Est-ce que ça prépare vraiment les mindsets, la vision? Définitivement, je pense que ça prépare très bien les gens pour le monde du travail parce que j'ai fait 2 ans à Telfer avant de bouger à FSS. Et le système canadien, comparé au système français, c'est que tu crées ton propre emploi du temps. Oh. Tu choisis tes cours quand tu veux les faire le matin ou le soir. Système français, je pense que tu as déjà un emploi de temps qui est préétabli. Ah, ok. Donc tu viens et puis tu le suis. C'est plus rigoureux là-bas en France, par exemple, oui. mais ici c'est flexible. Aussi, il faut savoir que c'est flexible ici, mais ça ne veut pas dire que tu dois faire ce que tu veux, parce que tu vas pas en classe, c'est un problème, mais à la fin de la journée, il faut valider le cours. Tu vois? Très important. Donc oui, je pense que le système et les cours que j'ai faits sont des cours qui sont très très bien. Et d'ailleurs, quand j'étais à Telfer, je prenais des cours comme de RH, de marketing, de finance, par exemple. Donc, tu as des cours de tronc commun qui t'aident à avoir une meilleure vision de ce que tu veux faire plus tard. Oui. Et à la fin, tu choisis où tu veux te situer. Et aussi, ils ont facilement accès à des stages ici au Canada aussi. Ils facilitent l'accès aux stages. Donc, tu peux appliquer au programme Coop, par exemple, ou si toi-même aller chercher un stage de tes propres moyens également. Donc, le fait que ça facile ici, ça te forme aussi, ça te fait avoir des contacts. Il y a des gens qui trouvent un job avec les entreprises où ils ont fait les stages, par exemple. Oui. Ça, c'est un moyen également. Donc, se bâtir des contacts, se bâtir un réseau. Et quand tu finis, c'est plus facile d'avoir un job plus tard aussi. Oui. Mais tu parles toujours de se bâtir un contact, un réseau, bon, alors que techniquement, les diplômes devraient être suffisants. Pourquoi est-ce que les diplômes n'est plus suffisant au Canada? C'est pas suffisant, les diplômes au Canada. Parce que si tu as un diplôme, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus sur ton CV, à part le diplôme? Est-ce que c'est juste écrit baccalauréat en commerce et puis spécialité management, par exemple? Ou est-ce qu'à part ça, c'est écrit, il a fait un stage, disons, je sais pas, Amazon, par exemple, ou un stage à RBC, par exemple. Et aussi, quand je parle de réseau, c'est des gens qui te connaissent, qui connaissent ton potentiel et qui t'aident aussi à te propulser de manière professionnelle aussi. Parce que disons que tu connais un gars qui est directeur à RBC, par exemple. Toi, tu es en finance, tu finis en finance. Et puis, la personne, tu la connais physiquement, vous avez parlé, il connaît tes aspirations, il connaît ton potentiel aussi, il connaît aussi les compétences que toi, tu as. Et puis, tu finis et puis, il voit que sur LinkedIn, tu es aussi actif, tu poses tes accomplissements sur LinkedIn aussi. Et tu vas le voir, tu dis, OK, j'ai fini, je cherche un travail dans tel domaine. Il te connaît, il a aussi des contacts. Et s'il voit qu'il y a un poste ouvert et qui correspond à tes compétences, il peut te référer. Donc, envoyer ton CV aux gens qui recrutent et dire, OK, j'ai telle personne, j'ai tel ami ou telle connaissance qui est très motivé, très bonne personnalité, qui pourrait être un bon candidat pour ce poste, par exemple. Et là, il te réfère. Et ça peut aller plus vite parce que la personne qui recrute connaît cette personne qui t'a référé. Elle lui fait confiance. Elle sait qu'elle est crédible. Ton nom est aussi crédible auprès des recruteurs. Donc, ça va vite. Et il y a on va pas se mentir, il y a des postes où si tu applies comme tout le monde par la voie normale, c'est plus dur. Tu vas attendre longtemps. Voilà, c'est plus dur qu'on te prenne que si tu passes par le référencement. Donc, le réseau, c'est vraiment très important. Et je pense que la différence entre le réseautage ici et en Afrique, c'est que ici, on t'aide sans demander de l'argent. Donc, ce que je viens d'expliquer. Si tu es bon. Voilà. Ta connaissance, elle va te référer sans demander de l'argent. Mais chez nous, pour avoir accès à un job, il faut que tu payes quelqu'un qui te réfère. Ça, c'est un peu les pots devant la corruption, ça. Mais pourquoi est-ce que, par exemple, les membres de notre communauté, la plupart du temps, n'ont pas un grand réseau? Quand je parle ici des réseaux, c'est pas juste les amis avec lesquels on a grandi, puis avec lesquels ils sont venus au Canada, mais je trouve que la plupart des membres de notre communauté, très souvent, que ce soit dans les événements de réseautage, c'est très peu souvent que tu les vois dedans, par exemple, à moins que ce soit un événement de réseautage de la communauté, mais ce sont des événements de réseautage, par exemple, de manière juste générale, c'est très rare, par exemple, que tu vois des membres de notre communauté vraiment involved dedans. Tu penses que c'est quoi la barrière, c'est quoi qui bloque, par exemple? Je pense que quand on vient ici, surtout quand on vient d'un pays africain, par exemple, on a tendance à socialiser avec des gens qui sont de la même communauté que nous, par exemple. Donc, des gens qui viennent du même pays, du même continent que nous. Et je comprends, c'est naturel. Un processus social parce on veut s'associer avec des gens qui nous ressemblent. Mais ici, on n'est pas là pour se faire des amis qui nous ressemblent, par exemple. Tu peux te faire des amis n'importe comment, avec qui tu veux, mais il faut aussi être stratégique dans ce que tu fais. Donc, quand tu sais que tu es dans un pays étranger, c'est plus important de connaître des gens qui sont de ces pays-là
des gens qui viennent chez toi. Oui. Parce qu'à la fin de la journée, vous êtes au même niveau. Oui. Vous venez du même pays. Vous avez les mêmes backgrounds, vous avez les mêmes expériences. Donc, ça sert pas à grand chose de se limiter à ça. Donc, il faut sortir, comme participer aux événements de réseautage, comme tu le dis, comme rencontrer des gens, des dirigeants canadiens, faire des amis aussi canadiens, sortir un peu de la zone de confort. C'est ça le plus difficile. Et aussi, souvent, je pense qu'il y a la barrière linguistique aussi, qui fait que les gens se retiennent de ce qui les rend confortables. Donc, je vais aller avec des gens qui parlent français, qui viennent de chez moi, qui sont de mon pays, par exemple, je m'arrête là. Mais ils veulent pas comme faire le pas en dehors de ces zones de confort là, se dire, OK, je vais aller comme apprendre l'anglais, pousser plus pour que je puisse être à l'aise avec des gens qui parlent anglais aussi. Parce que si tu es à Ottawa, le français n'est pas suffisant, on est d'accord. Oui. On dit que c'est une ville bilingue. Même à Gatineau, d'ailleurs, pour certains postes, les français même n'est pas aussi suffisant. Ouais. Et puis, on dit que c'est une ville bilingue, mais on sait bien que c'est pas aussi bilingue sur papier. Voilà. Donc, il faut aussi pousser, parler anglais. Moi, par exemple, l'anglais, c'est pas une langue que j'ai toujours aimée. Quand j'étais au collège, je séchais les cours d'anglais parce que ça me disait rien. Mais après, j'ai pris conscience de ça quand j'étais au lycée. Je me suis dit, OK, c'est la langue internationale qui est utilisée pour travailler comme à l'ONU, par exemple, c'est l'anglais qui prime là-bas. Oui. Et du coup, si je veux comme faire voyager ou faire des travaux à l'étranger, il faut que je parle plusieurs langues. Oui. Donc, quand je suis arrivé au Canada, je me suis pas limité à mon cercle d'amis francophones. Oui. J'ai essayé de sortir de ma zone de confort et parler. Même si tu fais des fautes, c'est pas grave. Ils s'en foutent de tes fautes. Si le message est capté, c'est correct, oui. Oui. Et il y a un mois, il y a un diplomate canadien qui a dit une phrase très intéressante. Il a dit, le but d'une langue, c'est pas d'avoir la perfection, mais de communiquer. De communiquer. Donc, c'est ça le but. Tant que tu arrives à exprimer ce que tu veux faire, c'est l'essentiel. Tu peux faire des fautes grammaticales ou d'orthographe. Ça, on s'en fout de ça. Il faut juste savoir dire ce que tu veux. C'est tout. Donc, moi, je pense que les gens se focalisent sur leur réseau francophone et un peu c'est communautaire parce que ils sont à l'aise là-bas. Mais si tu veux te démarquer, il faut aller au-delà de ça. Donc, participer à des événements, même si en anglais, aller et aussi parler aux gens. Comme c'est un peu ça aussi la barrière. Parler en public, les gens ont peur de ça aussi. Oui. Tu vas dans un événement, tu connais personne, mais tu es intéressé par le thème, le sujet qui est abordé. Ça te plaît beaucoup. Donc tu vas, et puis après il y a une période de réseautage où il faut parler. Oui. Donc, il faut aller, il faut serrer la main aux gens, il faut te présenter, et il faut être confiant aussi. Il faut que quand tu parles, il faut que tu dégages de la confiance. Il faut pas aller et puis tu trembles, et puis quand tu parles, il faut que tu sois confiant. Bien s'habiller aussi. C'est important. Toujours. Ouais. Il faut bien s'habiller. Parce que, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais je pense que si, ça fait le moine. First impression, last impression. Ouais. Donc, l'habit fait le moine. Ça, c'est moi, d'après mes expériences. Quand tu t'habilles bien, ça te donne un certain charisme. Ça te donne aussi l'avantage sur les autres qui sont peut-être habillés de manière classique, par exemple. Oui. Donc, ça te démarque quelque part. Voilà. Et même si tu as pas ton diplôme, on s'en fout du diplôme. Il faut bien s'habiller. Moi, je pense que ce que tu veux être, il faut l'incarner maintenant. Tu vois? Parce que souvent, on retarde un peu le type d'habillement qu'on va avoir. Oui. On se dit, c'est quand je vais être dans mon bureau en tant que banquier que je vais mettre des vestes, par exemple, je vais mettre des cravates, par exemple. C'est maintenant, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Ouais. Il faut se mettre dans la peau de ce qu'on va être plus tard. Donc, l'incarner maintenant. Et oui, je pense que ça va ouvrir des portes aussi. Et je pense que c'est ça. Donc, il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte. La prise de risque, sortir de sa zone de confort, parler aux gens qu'on ne connaît pas, se créer un réseau. Avoir aussi un compte LinkedIn, c'est très important. LinkedIn. Surtout ça. Oui. Parlons de LinkedIn. Là. Quand est-ce que toi, tu as créé ton compte LinkedIn? Moi, j'ai créé mon compte LinkedIn en 2015, je pense. En 2015? Ouais, 2015, mais c'était pas actif. Mais quand même, tu connaissais quand même que LinkedIn existait. Je connaissais LinkedIn en 2015. Mais je m'y suis mis vraiment en 2020. Je pense 2020, quand j'ai commencé mon poste de consultant comme bénévole avec l'ONG dont je te parlais avant. Oui. Et c'est là que j'ai essayé de poster quelque chose. J'avais comme 50, 100 amis, 100 abonnés. Mais à part ça aussi, j'organisais souvent des conférences avec des leaders ici au Canada. Quand je suis arrivé, je faisais des conférences en ligne, par exemple, et aussi des entretiens, des podcasts, par exemple. Et je les postais sur LinkedIn. Et
on s'en fout des likes que tu as. Tu peux avoir 1 like, 0 like, on s'en fout. C'est la constance qui fait grow ton compte plus tard. Donc, être consistant dans ce que tu fais, faire ce que tu fais, même si, quand quelqu'un te voit et t'encourage, c'est sûr que tu as la force. Mais le plus dur, c'est quand tu fais quelque chose sans que les gens te voient. Les personnes ne t'encouragent. Voilà. C'est ça. C'est ça qui fait que ça différencie les gens disciplinés, les gens non disciplinés. Parce que quand tu as besoin d'attention externe pour faire les choses, c'est dur de rester constant parce qu'au début, il y aura personne. Oui. Mais si tu restes constant, ton petit réseau va commencer à te connaître. Donc, les gens qui voient tes posts mais qui likent pas, ils vont voir que tu postes souvent ça, tu rencontres des gens intéressants et ils vont commencer à interagir avec toi petit à petit. Et toi aussi sur LinkedIn, il faut aller comme si tu vois un profil qui t'intéresse, bah vas-y, ajoute et puis envoie un message. Si c'est quelqu'un qui fait un job que tu veux faire plus tard déjà, c'est l'occasion pour toi de pouvoir entrer dans son réseau, demander poser des questions par exemple sur ce qu'elle fait, c'est quoi le travail, c'est quoi les côtés négatifs, qu'est-ce qui est le hic principal que la personne rencontre par exemple. Donc moi je pense que le fait d'être constant sur LinkedIn m'a beaucoup aidé parce que je viens de trouver un job sur LinkedIn sans sortir de chez moi, sans rien faire. Juste LinkedIn, j'ai trouvé un job sur ça. Je sais de quoi tu parles. Ouais. Donc, c'est ça. Je pense que c'est important de l'avoir. Et nous avons de plus en plus des membres de notre communauté qui graduent, qui finissent ses études, mais tu vois, sur son compte LinkedIn, il n'a que 3 connexions, par exemple, 4 connexions, aucune publication, puis, moi, ça m'énerve parfois, là. Il me dit, mais cette personne ne prend pas sa vie au sérieux ou quoi, là. Parce que, au Canada, quand même, LinkedIn, c'est quand même une base de données, là, très importante, là, si tu veux évoluer dans la vie. Il y a beaucoup de connexions que tu peux te faire dessus. Puis c'est comme un miroir sur le monde, là. Tu peux aussi montrer ce que tu vaux, ce que tu fais. Comme tu disais, de toutes les façons, là. Le nombre de likes, ça ne compte pas tellement. Là. Ce qui compte, est-ce que tu peux, entre guillemets, durant 1 mois, 1 année, 2 ans, entre guillemets, être persistant, like, poster. Tu n'as pas à poster chaque jour, peut-être 1 fois à la semaine ou c'est pas moi 2 fois la semaine. Ouais. Mais est-ce que tu peux être consistant par rapport à ça? Et c'est ce que je vois pas trop dans notre communauté, malheureusement. Ouais. C'est ce que je vois pas trop. Ouais, je me dis aussi que les gens ils sont pas peut-être très actifs parce qu'ils se disent que ils viennent de commencer, ça sert à rien de poster, du coup ils n'ont pas encore beaucoup d'abonnés. Ils veulent attendre à ce qu'ils aient peut-être 500, 700, 1000 personnes pour commencer à poster. Mais le temps que tu arrives là, c'est un peu trop tard déjà. Donc, il faut commencer à ton niveau. Et c'est aussi un peu comme les gens qui veulent motiver ou faire le bien. Okay. Souvent, on se dit, il faut avoir peut-être une fortune de 10 millions de dollars pour commencer à motiver les gens, par exemple. Moi, tu peux le faire maintenant. Tu peux le faire maintenant. Même si tu n'as pas 1 million de dollars dans ton compte, ta connaissance, ta sagesse peut aider quelqu'un à avancer. Oui. Tu vois? Et moi, ça m'a surpris parce que récemment, c'était mon anniversaire et je recevais des messages de gens qui me disaient que ce que je poste, ça les impacte, ça les inspire. C'est des gens avec qui je parle même pas, on n'interagit même pas. Mais ce que tu fais, les gens t'observent, tu vois? Et tout à l'heure, je parlais de constance dans ce que tu fais, mais il faut le faire même quand t'as pas un retour. Parce que tu sais pas qui tu impactes, tu sais pas qui te voit en secret, qui est inspiré par ce que tu fais. Parce que à la fin de la journée, moi, je préfère quelqu'un qui a un impact sur la vie de quelqu'un que celui qui cherche à avoir l'attention. À se faire vénérer par les réseaux sociaux, par exemple. Wow. Ouais. Moi, je pense un jour, je causais avec un ami qui posait un peu des questions, qui avait un peu besoin de conseils. Je pense, il avait vu que je travaillais chez Amazon. Il voulait un peu, que je donne un peu des conseils sur comment aussi peut-être avoir une opportunité pour travailler chez Amazon et autres. Puis, à un certain moment, j'ai dit, bon, est-ce que tu as un compte LinkedIn? Il me demande c'est quoi LinkedIn. La personne était en 3e année à l'Université d'Ottawa. Ouais. Ça m'a même découragé pour la suite. Tu vois? Ça m'a même découragé pour la suite. I was like, ça commence mal. Mais la personne sur son Instagram, elle avait plus de 2000 followers. Ouais. Moi, tu peux avoir 2000 followers sur Instagram, puis rien sur LinkedIn. C'est un problème sérieux. Sérieux. Moi, honnêtement, mon réseau préféré, c'est LinkedIn. Moi, c'est mon Facebook. LinkedIn, c'est devenu mon Facebook. Quand je me réveille, LinkedIn. Avant de dormir, 1 fois, 2 fois, je check un peu LinkedIn pour voir ce qui se passe. Puis et c'est drôle parce qu'il y a des amis qui me disaient, à une période, j'étais très actif et des amis qui me disaient, il y a des gens avec qui j'avais cours en classe et on était connectés, mais on se connaît pas vraiment. Et puis ils me disaient,
Mais toi, tout le temps, tu vas sur LinkedIn. Tu vas sur LinkedIn. Qu'est-ce que tu fous sur LinkedIn finalement? Ouais, mais je pense que c'est bien de poster tes accomplissements. Et je te disais que j'ai eu un job sur LinkedIn sans sortir de chez moi. Et avant d'avoir ce job-là, le directeur de l'ONG avec laquelle j'ai travaillé est parti checker mon compte. Il a défilé, il a liké mes posts, tout ça. Posts. Et souvent, c'est ça. Et les gens qui sont en RH, souvent, ils disent que c'est un réseau qui permet aux recruteurs de pouvoir avoir des preuves de ce que tu dis dans ton CV. Oui. C'est bien beau d'avoir un CV où tu dis tu as fait ça, mais il n'y a pas de preuves, tu vois. Aujourd'hui, avec LinkedIn, tu peux poster tes accomplissements et quand quelqu'un va voir, il va voir que vraiment tu as travaillé. Il y a une certaine évolution. Voilà. Et puis, comme les gens que tu suis, tes activités que tu fais aussi, de manière professionnelle aussi. Et c'est ça, c'est important de s'exposer un peu. Parce que à la fin de la journée, il faut avoir une bonne self-branding aussi. Oui. Ça compte. Donc, que tu sois entrepreneur, que tu sois employé, tu as une image que tu dois maintenir. Et le monde aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, que tu veuilles ou pas, à un moment donné, surtout dans les pays de l'Occident, les employeurs, ils vont aussi faire une recherche sur toi. Oui, clairement. Ta vie sociale. Ils vont voir tes comptes Instagram, Facebook, LinkedIn, ce que tu fais dans la vie. Est-ce que tu penses à faire la fête, par exemple? Est-ce qu'ils vont aussi voir comme le contenu que tu postes? Donc, déjà, les types de contenus, des genres de vidéos, des photos, tout. Donc, c'est vrai qu'on est jeune, mais il faut pas penser que nos comptes sont juste pour nous, pour nos amis. Donc, ce qu'on poste, ça a aussi un impact. Et il faut aussi toujours penser à soigner son image. Il faut pas devenir égocentrique par rapport à l'image qu'on a, mais quand même se dire que notre image est notre marque. Et quand tu arrives à être entrepreneur, les gens te payent d'abord toi. Tu vois. Je parlais d'habillement tout à l'heure, comme porter des vestes, des costards, tout ça. Mais quand tu vas vers quelqu'un et que tu as une bonne image et qu'il voit aussi sur tes réseaux que tu as une bonne image, ça l'incite à acheter ton produit et ton service. Mais si tu es quelqu'un qui t'en fout, tu dis ce que tu veux, tu fais n'importe quoi sur les réseaux sociaux, c'est cool, tu vis ta vie comme tu veux, mais il y aura aussi un impact par rapport à ce que tu veux faire plus tard également. Mais ça m'a même, j'étais en train de refaire un peu mon CV, là, j'étais en train de mettre à jour mon CV, puis j'ai voulu, là, j'avais suivi, je pense, une vidéo, là, un podcast, là, quelqu'un avait parlé de mettre son éducation, like, en bas, littéralement, like, à la dernière partie de ton CV, tu mets ton éducation là, mais pour la première page de ton CV, tu ne mets que, entre guillemets, la première partie, il y a les key achievements, puis la deuxième partie, tu commences avec ton expérience, puis la troisième partie, tu conclus avec ton éducation. En faisant ça, ça va te faire réaliser réellement sur ta propre vie. Et moi, quand je faisais ça, I was like, OK. Puisqu'avant, j'avais, tu vois, les noms et autres, l'éducation, l'université d'Ottawa, j'ai fait ça, puis peut-être les autres certifications, puis après, maintenant, je commence avec l'expérience. Parfois, en faisant ça, je pense, ça nous fait un peu oublier quelque part que nous ne sommes pas jugés sur nos diplômes, mais plutôt sur notre valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on ajoute, entre guillemets. Ouais. Et quand tu commences ton CV avec your key achievements, ça frappe dur, like, t'es seul devant ton PC, mais parfois tu manques quelque chose à mettre. Là. Bon, c'est clair que pour moi, j'ai pas manqué à mettre, mais au moins ça te fait réaliser littéralement que, mis à part mon éducation, mis à part peut-être les degrees que je peux avoir en main, mais il faut quand même que je me construise quelque chose. Like, tu as peut-être, généralement, on finit les études à 24, 25 ans. Faudrait pas que tu finisses ton éducation à 24, 25 ans, puis que la seule chose dont tu sois fier pour toute ta vie, entre guillemets, jusqu'à ce moment-là, c'est seul le fait que tu aies obtenu un diplôme. Oh. Et ça, je pense, les membres de notre communauté, nous venons tellement de loin, entre guillemets, nous avons tellement vécu, puis en venant ici, tout ce que les parents disaient, c'était « je t'envoie pour avoir les diplômes, je t'envoie pour avoir les diplômes », que c'est devenu ça l'objectif d'une vie. Alors qu'on en a presque oublié, entre guillemets, like, que les diplômes, c'est juste, entre guillemets, un petit document qui certifie que tu as certaines connaissances, mais qu'est-ce que tu as fait de ces connaissances-là pendant tous ces temps? Qu'est-ce que tu as fait, entre guillemets, de ce que tu as reçu, tout ça? Je pense, peut-être, c'est un conseil que j'aimerais donner, bon, là, like, c'est un conseil, like, essayez de refaire votre CV, mettez votre éducation comme la dernière chose que vous allez mettre sur votre CV. Commencez par your key achievements. Qu'est-ce que dont tu en es le plus fier là? Quelles sont les choses que tu as accomplies de ta vie? Puis, quand tu te mets là, tu peux te dire réellement, mis à part le fait d'avoir étudié ou quoi, mais ça, j'en suis réellement fier. Ouais. Ça, j'en suis. Peut-être aussi, ça peut être les études. Donc, tout dépend de la situation. Il y a des gens, par exemple, tu n'as pas eu les parents pour te soutenir, par exemple, pour étudier. Tu as dû te battre, par exemple, pour payer tes études. Peut-être les études aussi, peut-être c'est ça vraiment ton achievement, puisque tu as pu étudier avec tes propres moyens. Mais il faudrait vraiment que ce que tu vas mettre sur ton CV dans tes key achievements soit quelque chose dont toi-même tu es sûr que si on enlevait tes diplômes et autres,
tu pourrais te vendre, entre guillemets, juste avec ça, dans une certaine mesure, like. Moi, quand je fais ça, ça m'a aidé, like, for real, ça m'a aidé, ça. Ouais, je pense que c'est un très bon conseil que tu viens de donner. Et aussi, souvent, je demande aux gens qui travaillent déjà, parce que quand je suis arrivé, mon premier job, c'était prof de français. Donc, je donnais des cours de français à des... Ah, mais toi, t'as été tout. J'ai été prof de français, donné des cours de français à des fonctionnaires du gouvernement fédéral. Ah, ok. Parce qu'ils voulaient être bilingues et il fallait qu'ils passent des tests du gouvernement pour avoir une promotion. Ouais, ok, oui. Souvent, c'était des directeurs des ministères, par exemple. Et je demandais, comme j'étais curieux, je demandais c'est quoi leur recette pour le succès, pour arriver à là où ils sont. Et souvent, il y a une qui m'a dit, il faut être ouvert aux opportunités. Parce que souvent, on se ferme trop par rapport à ce qu'on apprend. Donc, notre filière d'études est comme ce qui est la base de toute opportunité qu'on doit avoir. Oui. Mais c'est pas vraiment le cas parce qu'il faut être flexible. Les opportunités, ça vient partout. Et il faut être attentif pour pouvoir les saisir. Et elle m'a dit qu'elle a fait un bac en sciences politiques, mais qu'elle a fini en communication. Wow. Et c'est de là que ça a été un tremplin pour la propulser jusqu'au gouvernement. Wow. Donc, souvent, certes, on n'a pas un job dans le domaine qu'on veut, mais il faut aussi être stratégique. Se demander, si je prends cette opportunité-là, est-ce qu'il y a un moyen que je sois propulsé plus tard? Quelles sont les alternatives que je dois mettre en place pour y arriver? Moi, ce que je fais souvent, c'est que quand il y a un problème ou quand j'ai une chose que je dois accomplir, je m'assois, je cherche les solutions, mais je me dis, OK, ça c'est l'option A, B, C. Donc, j'essaie de trouver plusieurs alternatives. Si A ne marche pas, il y a au moins B. Si B ne marche pas, il y a C. Et si les trois ne marchent pas, je revois encore la stratégie. Oui. Donc, il y a pas de solution figée ou comme une seule solution dans la vie. Il faut être flexible et surtout comme savoir trouver l'opportunité et la saisir parce qu'il y en aura toujours. Et on parle des réseaux sociaux, on parle de LinkedIn. Tu peux comme entrer sur LinkedIn et puis tu défiles. Tu vois qu'il y a un job qui est ouvert. Mais si tu es attentif, tu vas voir, tu vas aller cliquer sur le lien, savoir ce qu'il demande comme expérience, comme diplôme. Et puis si ça te convient, bah tu appliques. Tu sais jamais ce que ça peut donner. Et aussi, je pense que les jeunes se découragent beaucoup vite quand on cherche les emplois. Quelqu'un qui cherche un stage, par exemple, il va appliquer à 5 entreprises. Il va recevoir des noms, donc 5 noms aussi. Et il va se dire, ah non, je pense que c'est pas mon truc. J'ai pas de chance. Ou c'est pas fait pour moi, par exemple. Mais il faut essayer jusqu'à ce que ça marche. Donc, il y a des gens qui ont appliqué même jusqu'à 100 candidatures pour avoir un job. Le job de ton rêve, tu peux l'avoir, mais il faut être consistant, il faut être discipliné, il faut être déterminé aussi. Parce que faire ce qu'on veut, c'est pas évident comme on le pense. Parce que c'est difficile. Surtout un pays où il y a beaucoup de concurrence. Disons que tu fais la finance. Il y a plus de 10 000 étudiants au Canada qui font la finance aussi. Donc, sur le marché, il n'y a pas que toi qui as le meilleur profil. Donc, c'est une lutte et il faut essayer. Puis, à la fin de la journée, tu trouveras aussi ce truc-là qui te passionne aussi. Waouh. Bon, si on continue comme ça, on risque de faire 2 heures, 2 heures d'entretien. Je pense là, prochainement, dans les jours qui suivent, on aura sûrement à faire un peu plus pour parler un peu plus d'entrepreneuriat, comment entreprendre, par exemple, tout en étant étudiant, comment entreprendre ici sur place au Canada, comment entreprendre en Afrique, par exemple, tout en étant ici au Canada, par exemple. Je suis sûr qu'on aura peut-être aussi l'opportunité de parler un peu du marché de l'emploi au Canada, comment, entre guillemets, comment on peut dire, être fit pour le marché de l'emploi, comment bien s'ajuster, comment créer son réseau, comment maintenir son réseau. Like, moi, je me rappelle, par exemple, l'emploi que j'avais obtenu avec Amazon, je pense qu'on en avait parlé, like, c'était juste un recruteur qui m'avait directement écrit sur LinkedIn. Moi, je considère que c'est un scam, là, comme, like, quand même, chez Amazon, je m'écris comme ça pour me dire d'aller postuler. Non, s'il te plaît, vas-y, postuler. Bon. Je postulais, la personne m'a réécrit les jours d'après pour dire yes, nous avons reçu ta candidature, je vais faire un follow-up. Et la personne était aux États-Unis, elle n'était même pas ici au Canada en plus. Like, elle était aux États-Unis, je vais faire un follow-up avec mes collègues là au Canada. On ne se connaissait même pas. Elle m'a juste écrit pour dire non, j'ai vu ton profil LinkedIn, ça m'intéresse. Il y a un poste de stage à Montréal, tout ça. Et puis c'est comme ça jusqu'à ce que je passais l'entretien, bien sûr. Mais tout au long du processus, la personne était là toujours en train de checker comment ça s'est passé, ton entretien, ça a été, alors que je n'avais jamais connu la personne. On n'était même pas d'ailleurs connectés, ce qui est bizarre, like.
maintenir son profil LinkedIn, mettre à jour son profil LinkedIn, même si ce sont des petites achievements, mais quand même les mettre sur LinkedIn, je pense que c'est important. C'est pas juste question de montrer aux gens que tu fais aussi quelque chose de ta vie, mais c'est aussi une marque entre guillemets qui montre aussi aux recruteurs que tu as quand même pris conscience de ta vie. Tu n'es pas juste en train de t'asseoir puis attendre à ce que les opportunités viennent à toi. Donc, sûrement durant d'autres entretiens, on aura en tout cas le temps d'en parler un peu plus largement. Puis, en tout cas, pour aujourd'hui, si tu avais peut-être un petit mot de la fin, entre guillemets, pour quelqu'un qui est en Afrique actuellement, puis qui veut venir au Canada, qu'est-ce que tu penses qu'il devrait avoir en tête tout au long de son parcours ici au Canada pour réussir? Ok, ça c'est un sacré mot de la fin, ça. Ok, je vais commencer par deux types de personnes. Ok, il y a des gens qui pensent que leur avenir n'aura de sens que quand ils auront quitté chez eux ou que quand ils viendront au Canada. Preach. Tu vois? Et pour ça, moi j'ai un regard un peu souverainiste parce que je suis africain, j'aime beaucoup mon pays, j'aime beaucoup mon continent et je veux aussi rentrer pour aider mon continent plus tard. Donc ce que je me dis c'est que là où tu es chez toi en Afrique, il y a des universités aussi en Afrique, comme en Afrique du Sud par exemple. Il y a des très belles universités. Ouais, au Sénégal par exemple. Moi j'ai des amis sénégalais avec qui j'ai étudié, qui sont pas sortis de chez eux. Aujourd'hui ils sont là au Sénégal, ils travaillent, ils se sont mariés et voilà, ils sont contents. On ne sait pas quand tu vas quitter chez toi pour venir ici que tu auras le bonheur absolu. Donc savoir aussi se contenter de ce qu'on a, ça c'est important, et ne pas se limiter que par rapport au Canada. Oui. Parce qu'en pensant comme ça, tu limites toute autre opportunité, toute autre option. Tu te dis que les études que tu vas faire, ça n'aura de la valeur que quand tu viendras au Canada. Ici au Canada, oui. Ça peut paraître bizarre parce que moi j'y suis déjà, mais ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire pour réussir sa vie. Parce que moi, par exemple, mes parents, ils ont étudié au Tchad, ils sont restés au Tchad. Aujourd'hui, ils font un très bon travail qui les nourrit et qui m'aide aussi à vivre au Canada. Voilà. Donc, du coup, ils ne sont pas sortis de chez eux. Oui. Donc, ça, c'est la première chose que je veux dire. Donc, ne pas se fermer la porte, croire que les choses peuvent changer, être à l'écoute de là où on vit, voir qu'est-ce qu'il y a comme problème, qu'est-ce que moi je peux apporter. Parce que le diplôme, c'est pas le passeport pour créer quelque chose. Je disais que moi, j'étais consultant en première année d'université. Donc, c'est aussi, t'as soif, t'as faim d'aller chercher ce que tu veux. Ça va payer aussi. Parce que si tu as faim vraiment, tu trouveras les moyens pour avoir ce que tu veux. Oui. Et tu sauras comment vendre tes produits, vendre tes services. Et d'ailleurs, je suis rentré récemment au mois de juin chez moi. Je voyais des jeunes de 12-13 ans qui vendaient des choses, des gâteaux, des bonbons, des biscuits. Et ces jeunes-là, ils font ça pour aider leurs parents à la maison. Oui. Tu vois, et ça, j'ai trouvé ça incroyable parce que dès leur âge, ils n'ont pas attendu à avoir d'abord un diplôme ou venir au Canada pour faire quelque chose. C'est avec ce que tu as. Il faut se battre et c'est comme ça que tu vas réussir. Ensuite, deuxième chose, pour quelqu'un qui veut venir ici parce que c'est une bonne chose, parce que il est pas comme c'est la dernière option qui lui reste, mais je veux venir parce que c'est un bon pays, tout ça. C'est un bon pays. Mais si tu viens ici au Canada, il faut aussi être prêt à affronter les réalités du terrain aussi. Oui. Parce que il faudra aussi sortir parce que ici, ça va vite. Si tu n'as pas un job à côté, tu vas dépenser beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, oui. Donc il faut être prêt à affronter les difficultés du Canada. Aussi être prêt à parler une deuxième langue aussi parce que comme la langue française que tu parles, c'est bien, mais l'anglais ici, ça domine. Ottawa, tu vois. Donc faudra que tu sortes de ta zone de confort, tu parles anglais, même si tu es nul en anglais, c'est pas grave. Quand tu viens ici, prends des risques, lis des livres en anglais. Il y a plusieurs moyens. Il y a Duolingo, il y a des vidéos sur YouTube aussi. Donc pratique-toi, apprends une deuxième langue, une troisième langue si tu peux, parce que ça va t'aider sûrement un jour ou l'autre. Et puis crée-toi un réseau. Donc commence d'abord à créer ton profil LinkedIn, là où tu es chez toi. Et puis, comme ça, quand tu viendras ici, ce sera plus vite et ce sera plus facile. Bon, en tout cas, c'était un très beau mot de la fin. Je pense qu'on a passé un très beau moment. Je n'ai pas vu l'heure passer. Je ne sais pas si on a fait 15, 20 ou 1 heure ou 2 heures. Mais ce qui est sûr, c'était un très beau moment. C'était rempli de sagesse en tout cas. Puis, je te remercie pour ton temps. Merci à toi surtout. J'espère que nos quelques mots vont toucher quelqu'un, puis vont peut-être permettre à quelqu'un de se réorienter par rapport à sa vision, par rapport à son appel, par rapport à son mindset aussi. Puis, puisque c'est ça même l'objectif de cette chaîne, ça s'appelle Issachar Mindset ici. On parle d'entrepreneuriat bien sûr, on parle aussi des mindsets surtout, puis on parle aussi des spiritualités. Mindset, ça a tout à voir avec ton système de pensée. Et je pense que notre communauté
surtout ici au Canada, par exemple, nous avons besoin réellement de réactualiser notre système de pensée, de ne pas juste être borné à un seul domaine ou borné juste à notre communauté, de s'ouvrir au monde. Nous pouvons avoir un impact, non pas seulement dans nos communautés, mais même, nous pouvons aussi avoir un impact planétaire, littéralement. Je pense que les entretiens que nous allons commencer à avoir vont quand même aider beaucoup de gens, en tout cas, à se réorienter. Donc, si vous nous avez aussi suivi, que vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager surtout, puis, à la prochaine avec Jean-Baptiste, en tout cas. Ouais, c'était un plaisir pour moi aussi. J'ai hâte de revenir ici. Et j'ai une dernière question. Pourquoi Issachar? C'est quoi la motivation derrière ça? La fameuse question. Alors, Issachar, c'est l'une des tribus d'Israël. C'est parmi les 12 tribus d'Israël. Ok. Alors, Issachar, pourquoi? Puisque la Bible dit, bon, ça a une connotation biblique. La Bible dit que parmi les 12 tribus d'Israël, Issachar, c'était la plus petite, par exemple. Mais il y a quelque chose de spécial que la Bible dit sur la tribu d'Issachar. Il dit, la tribu d'Issachar avait la connaissance du temps pour savoir ce qu'Israël devait faire. Et la Bible continue en disant que ils avaient la connaissance du temps pour savoir ce qu'Israël devait faire, et tous leurs frères, ça veut dire toutes les autres 11 tribus d'Israël, marchaient sous leurs conseils. Donc là, nous voyons une petite tribu techniquement qui n'avait peut-être que 12 000 ou 20 000 peut-être personnes, par exemple, comparé aux autres qui avaient des centaines et centaines de milliers, mais qui étaient en mesure de conduire toute une nation par leurs conseils, par leur sagesse. Pourquoi? Puisqu'ils avaient la connaissance du temps. Et Issachar Mindset, c'est, on veut créer une communauté, entre guillemets, de jeunes comme toi et moi, qui ont la connaissance du temps, qui savent quoi faire, comment le faire et pourquoi le faire.